J'ai entendu ma belle-fille crier devant tout le monde, au milieu de la pièce, « Tu n'es bonne à rien, c'est une vieille femme inutile qui ne fait que gêner. » J'ai senti mon corps trembler, mais pas par peur. C'était la colère, une colère qui grandissait depuis des années et qui à ce moment-là a explosé en moi comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Je savais que ce jour viendrait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais gardé chaque humiliation, chaque offense, chaque regard de mépris, et que tout cela allait lui revenir d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Je m'appelle Aminata et j'ai 68 ans. Je suis née à Dakar, au Sénégal, et je suis arrivée en France à l'âge de 22 ans, plein de rêves et avec un courage que je suis aujourd'hui émerveillée d'avoir eu. J'ai rencontré mon mari, Bernard, dans un café à Paris. Il était français, employé de banque, et est tombé amoureux de moi dès le premier rendez-vous. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard et avons construit une vie ensemble. Ce n'était pas facile. Être une femme noire en France dans les années 70 et 80, c'était faire face à des regards tordus, des commentaires méchants et des portes fermées au visage. Mais Bernard a toujours été à mes côtés. Nous avons eu un fils, Laurent, qui a grandi en entendant des histoires sur mon pays natal et en apprenant à respecter les 2 cultures qui coulaient dans ses veines. Laurent a toujours été un garçon calme et respectueux. Il a étudié l'administration, a obtenu un bon emploi dans une entreprise de logistique et a rencontré Brigitte à l'âge de 30 ans. Elle était secrétaire dans la même entreprise, blonde, mince, avec cette façon de quelqu'un qui se croit supérieur à tout le monde. Dès le premier jour où je l'ai vue, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas l'intuition d'une mère jalouse, c'était un vrai sentiment que cette femme n'était pas une bonne personne. Mais Laurent était ravi, et moi, en tant que mère, j'ai essayé de lui donner une chance. Le mariage a eu lieu un samedi ensoleillé de juin. Bernard et moi avons payé la moitié de la fête, ce qui n'était pas rien. Nous avons dépensé près de 15 000 € pour que notre fils puisse avoir le mariage de ses rêves. Brigitte la remercia à peine. En fait, elle s'est plainte que nous voulions un buffet sénégalais inclus dans le menu et a dit que cela ferait fuir les invités. J'ai dégluti difficilement et j'ai accepté. Bernard m'a pris par la main et m'a dit que cela ne valait pas la peine de se battre. J'aurais dû me battre. Les premières années ont été calmes. Laurent et Brigitte habitaient un petit appartement à Montreuil et venaient nous rendre visite tous les dimanches pour le déjeuner. J'ai préparé du poulet yassa, thieboudienne, mafé, et j'ai regardé mon fils manger avec ce sourire d'enfant heureux. Brigitte mangeait avec le bec, se plaignant toujours que la nourriture était trop forte ou trop différente. Je ne le savais pas. Je pensais qu'avec le temps, elle s'y habituerait. Tout a commencé à changer lorsqu'ils ont eu leur première fille, Chloé. J'ai proposé de l'aider. J'ai passé 3 mois chez eux, à m'occuper du bébé, à faire la lessive, la cuisine, le ménage. Brigitte a à peine regardé mon visage. Quand j'ai tenu ma petite fille sur mes genoux et que j'ai chanté des chansons en wolof, elle a levé les yeux au ciel et a dit que j'allais embrouiller l'enfant. J'ai ravalé ma colère et j'ai continué à aider parce que qu'était pour mon fils et ma petite fille. 2 ans plus tard, une seconde fille, Léa, a eu lieu. Je suis revenue pour aider. Cette fois, Brigitte ne cachait plus son mépris. Elle m'a dit de faire les choses comme si j'étais une femme de ménage. Aminata, lave ça. Aminata, passe ça. Aminata, ne le fais pas comme ça, fais-le à ma façon. J'ai regardé Laurent en m'attendant à ce qu'il dise quelque chose, mais il a fait semblant de ne pas voir. Je pense qu'il avait peur de créer de problèmes dans le mariage. J'ai compris, mais ça m'a fait mal. Bernard comprenait tout. Il m'a dit que je devais arrêter de m'humilier, que nous avions déjà trop aidé, mais je ne pouvais pas m'échapper. C'était mes petites filles, c'était mon fils. Je pensais que si je m'en allais, il souffrirait. J'ai donc continué à avaler des grenouilles. Quand Chloé a eu 6 ans, Laurent et Brigitte ont décidé d'acheter une maison plus grande à Créteil. Ils n'avaient pas assez d'argent pour entrer. Bernard et moi, nous avons vendu notre voiture, pris une partie de nos économies et leur avons donné 30 000 €. Brigitte n'a même pas regardé mon visage quand elle m'a remercié. Elle a dit « merci » en regardant le sol, comme si elle rendait service en acceptant notre argent. J'aurais dû économiser chaque centime. La maison avait 3 chambres, un petit jardin et se trouvait dans une rue calme. Bernard et moi avons aidé au déménagement, porté les cartons, assemblé les meubles, tout nettoyé. Brigitte s'est assise sur le canapé et s'est plainte que la maison n'était toujours pas comme elle le voulait. Je l'ai nettoyée jusqu'à ce que j'ai mal au dos.
Bernard est tombé malade à cause de tant d'efforts. Il avait 65 ans et n'était plus en âge de porter des poids. Mais nous avons tout fait parce que nous aimions notre fils. Les années ont passé et le manque de respect n'a fait qu'augmenter. Brigitte a commencé à trouver des excuses pour que nous ne rendions pas visite à ses petites filles. Ils ont des devoirs, ils sont fatigués, ils sortent avec leurs amis. N'importe quelle excuse ferait l'affaire. J'ai appelé pour parler à Chloé et Léa et Brigitte a répondu en disant qu'elles étaient occupées. Je savais que c'était un mensonge. J'ai entendu les filles jouer en arrière-plan. Bernard a commencé à tomber malade. Il avait des problèmes cardiaques et avait besoin d'une surveillance médicale constante. Je m'occupais de lui à la maison, je l'emmenais à ses rendez-vous, je lui achetais des médicaments. Laurent apparaissait rarement. Brigitte n'a jamais paru. Quand je l'ai appelé pour lui dire que son père était malade, Laurent a dit qu'il allait lui rendre visite mais n'est jamais venu. Il y avait toujours un rendez-vous, une réunion, un voyage d'affaires. J'ai compris qu'il avait besoin de travailler, mais l'absence m'a fait mal. Un après-midi de mars, Bernard a eu une crise cardiaque à la maison. Je préparais le déjeuner quand je l'entendis tomber dans la pièce. J'ai couru, j'ai appelé SAMU, j'ai crié, pleuré, prié. Il est transporté à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il a été hospitalisé aux soins intensifs pendant 5 jours. Je ne suis pas partie de là. J'ai dormi sur la chaise à côté de son lit, lui tenant la main. Laurent s'y est rendu à 2 reprises. Brigitte ne s'est pas présentée. Elle a envoyé un message disant qu'elle n'aimait pas les hôpitaux et qu'elle ne pouvait pas voir les gens malades. J'ai regardé ce message et j'ai senti mon cœur se glacer. Bernard s'est amélioré. Il est rentré chez lui, mais il n'était plus le même. Il est devenu plus faible, plus fatigué. Il a commencé à dormir plus, à parler moins. J'ai pris soin de lui du mieux que j'ai pu, mais j'ai senti qu'il me disait au revoir petit à petit. Une nuit, il m'a appelé pour me convertir. Il était assis dans le fauteuil du salon, la télévision allumée à faible volume. « Aminata, j'ai besoin de te dire quelque chose, » dit-il, la voix faible. Je me suis assis à côté de lui et lui ai tenu la main. J'ai changé le testament il y a 3 mois. Je suis allé chez l'avocat sans vous le dire parce que je voulais être une surprise. Tout ce qui est à nous, la maison, l'épargne, les investissements, tout sera pour vous. Laurent ne recevra qu'un souvenir symbolique, une montre qui appartenait à mon père. Le reste est à vous. J'étais sous le choc. Bernard, pourquoi? C'est notre fils. Je sais, mais il ne vous respecte pas. Brigitte vous humilie et il se laisse faire. Je ne laisserai pas tout te prendre après mon départ. Vous méritez de vivre dans la dignité. Vous méritez d'être en contrôle de votre propre vie. Et si un jour Laurent change, s'il apprend à vous respecter vraiment, vous décidez quoi faire de ce qui vous appartient. Mais la décision sera la vôtre, pas la sienne. J'ai pleuré cette nuit-là. J'ai pleuré parce que je savais que Bernard avait raison. J'ai pleuré parce qu'il me protégeait même après sa mort. Il m'a fait promettre que je ne parlerai à personne du testament jusqu'à ce que le moment soit venu. Je l'ai promis. 3 mois plus tard, un matin de juin, Bernard meurt dans son sommeil. Je me suis réveillée à côté de lui et j'ai réalisé qu'il ne respirait plus. Je n'ai pas crié, je n'ai pas paniqué. Je lui ai juste tenu la main et je l'ai remercié pour les 45 années que nous avons vécues ensemble. J'ai appelé Laurent et lui ai dit que son père était parti. Il est arrivé 1 demi-heure plus tard, seul. Brigitte restait à la maison, s'occupant des filles. La veillée funèbre a eu lieu à la chapelle Saint-Louis de Créteil. Peu de gens y ont assisté. Bernard était un homme discret et nous avions peu d'amis. Laurent est resté à mes côtés pendant la cérémonie, mais j'ai pu voir qu'il était plus préoccupé par son téléphone portable que par le cercueil de son père. Brigitte est apparue à la fin, tout habillée, en talons hauts et rouge à lèvres rouges. Elle m'a accueilli avec un faux baiser sur la joue et est restée dans un coin à parler à ses filles. Après la veillée funèbre, l'avocat, M. Dupont, a demandé à tous les membres de la famille directe de rester pour la lecture du testament. Il n'y avait que moi, Laurent, Brigitte, Chloé et Léa. Monsieur Dupont ouvrit une chemise brune et se mit à lire. Bernard Leclerc, dans l'exercice complet de ses facultés mentales, laisse en dernier testament ce qui suit. Tous les biens meubles et immeubles, y compris la résidence située au numéro 42 de la rue des Lilas, tous les comptes bancaires, placements et épargnes sont exclusivement destinés à son épouse, Aminata Leclerc. À son fils, Laurent Leclerc, je laisse la montre de poche qui appartenait à mon père, comme un rappel et un symbole d'une lignée que j'espère qu'il honorera avec plus de dignité
qu'il n'en a montré ces dernières années. Le silence qui s'installa dans la pièce était lourd comme du plomb. Laurent pâlit, Brigitte rougit. Je restais immobile, regardant mes mains. Monsieur Dupont continuait à lire les détails techniques, mais personne n'y prêtait attention. Brigitte a été la première à exploser. C'est absurde. Cela ne peut pas être réel. Laurent est le fils. Il a le droit. Monsieur Dupont l'a regardé avec cette tête de quelqu'un qui a vu ce film 1000 fois. Madame, en France, le conjoint survivant a des droits garantis par la loi. Bernard choisit de tout laisser à sa femme. C'est tout à fait légal et valide. Laurent était sous le choc. Il m'a regardé avec un visage que je n'avais jamais vu. C'était un mélange de colère, de tristesse et de désespoir. Je savais ce qu'ils pensaient. Ils avaient compté sur cet héritage. Ils avaient fait des plans, peut-être même des dettes. Brigitte ne pouvait pas s'en empêcher. « Laurent, fais quelque chose. Cela ne peut pas rester comme ça. Elle n'a pas besoin de tout ça. Elle ne sait même pas gérer l'argent. » J'ai pris une profonde inspiration. J'ai senti la colère monter dans ma gorge, mais je me suis contrôlée. Je n'allais pas faire d'histoire là-bas, devant l'avocat, le jour de la veillée funèbre de mon mari. Je me suis levée, j'ai attrapé mon sac et je suis partie sans dire un mot. Au cours des jours suivants, Laurent a essayé de me parler. Il s'est présenté à la maisonnat quelques reprises, toujours avec ce visage de chien propriétaire. Il s'est excusé, a dit qu'il comprenait la décision de son père, mais qu'il avait besoin d'aide. Elle a dit qu'elles avaient des dettes, que la maison était mise en gage, que les filles avaient besoin d'une école privée. J'ai tout écouté en silence et j'ai dit que j'y réfléchirais. Brigitte n'avait pas la même patience. Elle a commencé à m'appeler tous les jours. J'ai laissé d'énormes messages sur WhatsApp disant que j'étais égoïste, que je détruisais la famille, que j'utilisais la mort de Bernard pour me venger. J'ai bloqué son numéro. 1 mois a passé. Laurent réapparaît, cette fois accompagné de Brigitte. J'étais dans la cuisine en train de préparer un bouillon quand j'ai entendu la sonnette de la porte. J'ai ouvert la porte et ils étaient là. Je les ai laissés entrer. Brigitte n'a même pas attendu que je lui offre une place. Elle a déjà parlé. « Aminata, tu dois nous aider. Laurent a perdu son emploi. Nous devons 3 mois de loyer. Les filles ont besoin de fournitures scolaires. Vous avez économisé de l'argent. Vous pouvez aider. » Je l'ai regardé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Brigitte, pendant 15 ans, je t'ai aidé. Je me suis occupée de tes filles, j'ai nettoyé ta maison, je t'ai donné de l'argent pour acheter ce dont tu avais besoin. Et pendant ces 15 années, vous m'avez traitée comme une ordure. Elle m'a traitée de vieille femme inutile. Il m'a humiliée devant sa famille. J'ai dit à Laurent qu'il devrait me mettre en maison de retraite. Penses-tu vraiment que je vais t'aider maintenant ? » Elle était sans voix. Laurent tente d'intervenir. « Maman, je sais que Brigitte a fait une erreur, mais je suis ton fils. Vous ne pouvez pas me laisser tomber. Laurent, tu l'as laissé m'humilier pendant des années et tu n'as jamais rien dit. Vous avez choisi de vous ranger de son côté. Maintenant, assumez les conséquences. » Brigitte explosa. Elle s'est mise à crier, à me maudire, à dire que j'étais une Africaine ignorante qui ne connaissait pas sa place. J'ai gardé mon calme. J'ai décroché le téléphone et j'ai dit que j'allais appeler la police s'il ne quittait pas ma maison. Laurent l'attrapa par le bras et l'entraîna dehors. Avant de partir, il m'a regardé les larmes aux yeux et m'a dit « Je ne te pardonnerai jamais pour ça. » J'ai fermé la porte et je me suis assis sur le canapé. Pleurer. J'ai pleuré parce que j'ai perdu mon fils. J'ai pleuré parce que la famille que j'avais fondée s'était effondrée. Mais j'ai aussi ressenti un soulagement. Soulagement parce que j'avais enfin mis une limite. J'avais finalement dit non. 3 mois ont passé. J'ai vendu la maison où je vivais avec Bernard. C'était trop grand pour moi et plein de souvenirs douloureux. J'ai acheté un appartement plus petit à Vitry-sur-Seine, près du métro, dans un immeuble avec ascenseur et portier. J'ai organisé ma vie financière, investi une partie de l'argent et économisé le reste pour vivre l'esprit tranquille. J'ai recommencé à faire les choses que j'aimais. J'ai rejoint un groupe de danse africaine pour les personnes âgées. J'ai commencé à donner des cours de Wolof aux immigrants nouvellement arrivés. Je me suis fait de nouveaux amis. J'ai reconstruit ma vie. Laurent a essayé de me contacter à plusieurs reprises, mais je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de guérir. Un jour, presque 6 mois après la lecture du testament, il s'est présenté chez moi. Le portier m'a appelé pour me demander si je voulais avoir une visite. J'ai hésité, mais j'ai dit oui. Laurent était différent. Plus mince, avec des cernes profonds, non rasés.
Il entra dans l'appartement et se tint dans le salon, regardant autour de lui. « Vous êtes bien installé ici », a-t-il dit. « Je le suis. J'ai pu reconstruire ma vie. Maman, je suis venue m'excuser. Vraiment. Je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai laissé Brigitte te maltraiter et je n'ai rien fait. J'avais peur de perdre mon mariage, mais j'ai fini par te perdre, ce qui est beaucoup plus important. J'ai pris une profonde inspiration. Laurent, tu m'as fait beaucoup de mal. Il n'y avait pas que Brigitte. C'était vous aussi. Tu m'as ignoré quand ton père était malade. Tu as fait semblant de ne pas voir quand elle m'a humilié. Tu m'as abandonné. Je sais, et je n'ai aucune excuse. Mais je voulais vous dire que je me suis séparée de Brigitte. Cela ne fonctionnait plus. Elle ne pensait qu'à l'argent. Quand il a vu qu'il n'allait rien obtenir de toi, il a commencé à me blâmer pour tout. Il a dit que j'étais faible, que j'étais un échec. Jusqu'au jour où je me suis réveillée et que j'ai réalisé que j'avais perdu tout ce qui était important à cause d'elle. J'ai senti un pincement dans ma poitrine. Ce n'était pas dommage. C'était la tristesse de voir mon fils détruit. Et les filles, demandai-je. Ils vont bien. Ils vivent avec moi maintenant. J'ai trouvé un nouvel emploi, plus simple, mais qui paie les factures. Nous habitons dans un petit appartement à Ivry-sur-Seine. Ce n'est pas un luxe, mais c'est honnête. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes. Je lui ai offert du café et il a accepté. Nous nous sommes assis à la table et avons parlé. C'était la première vraie conversation que nous avons eue depuis des années. Il m'a parlé des difficultés, de la difficulté qu'il avait fallu me rendre compte que j'avais perdu tant de temps avec une personne qui n'en valait pas la peine. Je lui ai parlé de ma nouvelle routine, des cours de Wolof, du groupe de danse. Quand il est parti, il m'a serré dans ses bras. « Maman, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes maintenant. Mais je voulais que tu saches que je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être l'enfant que tu mérites. » J'ai tenu son visage dans mes mains. « Laurent, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. J'avais besoin que vous compreniez cela. » Il hocha la tête, les larmes aux yeux, et s'éloigna. Aujourd'hui, presque 1 an plus tard, Laurent et moi reconstruisons notre relation. C'est lent, prudemment, mais c'est en train de se produire. Il amène les filles me rendre visite tous les samedis. Nous cuisinons ensemble, nous discutons, nous rions. Chloé et Léa apprennent le Wolof avec moi et adorent entendre des histoires sur le Sénégal. Je n'ai toujours pas complètement pardonné. Peut-être que vous ne pardonnerez jamais, mais j'ai appris qu'on peut aller de l'avant sans oublier ce qui s'est passé. Brigitte a disparu de nos vies. J'ai entendu dire qu'elle vivait avec ses parents en Normandie. Je ne sais pas, et je m'en fiche. Sa vie n'est plus mon problème. J'ai appris quelque chose au cours des derniers mois. J'ai appris que le respect ne se demande pas, il s'impose. J'ai appris qu'aider les enfants ne signifie pas s'annuler. J'ai appris que l'amour de soi est aussi important que l'amour des autres. Et j'ai appris que parfois, la vie revient en nature. Et quand elle le fait, elle revient avec intérêt. Bernard m'a donné la dernière leçon avant de partir. Il m'a appris que je valais plus que je ne le pensais, que je méritais la dignité, que j'avais le droit de choisir qui restait dans ma vie et dans quelles conditions. Et pour cela, je lui en suis reconnaissant tous les jours. Si vous vivez une situation similaire, si quelqu'un de votre famille vous manque de respect, vous humilie, vous traite comme si vous ne valiez rien, sachez que vous avez le droit de dire que ça suffit. Vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit d'exiger le respect. Peu importe votre âge, peu importe le nombre de fois où vous avez aidé, peu importe combien vous l'aimez, vous méritez d'être traité avec dignité. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné la force de changer quelque chose dans votre vie, écrivez-la dans les commentaires, respect gagné. Et si vous le souhaitez, dites-moi quelles limites vous devez vous fixer aujourd'hui. Je suis ici pour écouter. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.